Monsieur Castoriadis, vous êtes philosophe, et tout d'abord philosophe de la politique, mais vous pratiquez aussi la psychanalyse. Est-ce que cette pratique influence votre conception philosophique et comment avez-vous mûri cette compétence psychanalytique dans votre évolution? Il y a un rapport très profond entre ma conception de la psychanalyse et ma conception de la politique. Ce rapport, c'est que les deux visent à l'autonomie de l'être humain, par des voies bien entendu différentes. La politique vise à libérer l'être humain, à lui permettre d'accéder à son autonomie par le moyen d'une action collective qui elle-même a comme objet la transformation des institutions, c'est-à-dire l'instauration d'institutions qui soient des institutions d'autonomie. L'objet de la politique, c'est pas le bonheur. Ça, c'est une conception erronée. C'est la conception qui était là au XVIIIe, au XIXe siècle. Ça a été la conception de Marx. C'est une conception non seulement erronée, mais catastrophique. L'objet de la politique, c'est la liberté. Et en ce sens-là, d'ailleurs, quand je parle de politique, je n'entends pas le métier de M. Balladur, de M. Clinton, de M. Major, de M. Berlusconi, de M. Craxi, etc. J'entends par politique l'action collective, consciente et réfléchie qui vise à transformer les institutions pour en faire des institutions de liberté, d'autonomie. À propos de ce que vous venez de dire, je voudrais rappeler que le but de la politique n'est pas le bonheur, mais faire que chacun puisse poursuivre son bonheur personnel. Est-ce que pour vous c'est la même chose? L'idée que la société doit permettre à chacun de chercher son bonheur, c'est quelque chose qui implique une conception libérale de l'autonomie? Si vous vous souvenez bien, la déclaration américaine, elle dit que nous pensons que Dieu a créé les êtres humains tous libres, égaux et avec les droits égaux à la poursuite du bonheur, n'est-ce pas? Bon. Alors, moi, je ne pense pas que Dieu a créé les êtres humains libres et égaux. Dieu n'a rien créé du tout parce qu'il n'existe pas. Deuxièmement, dans la mesure où il les a créés, ou dans la mesure où des êtres humains sont là, ils n'ont pratiquement jamais été libres et égaux. Donc, il faut qu'ils agissent pour devenir libres et égaux. Et une fois qu'ils sont devenus libres et égaux, il y aura sans doute des choses qui concernent ce qu'on peut appeler le bien commun, et ça c'est contraire à la conception libérale, où chacun poursuit son bonheur individuel, et cela, ça donne en même temps le maximum de bonheur pour tous. Il y a des biens communs qui ne relèvent pas simplement du bonheur individuel et qui sont objets de l'action politique, par exemple l'existence des musées, l'existence de routes, et même j'ai un intérêt personnel à ce que l'autre, vous, les autres, etc., soient autonomes. C'est dans l'intérêt de mon autonomie à moi, mais mon bonheur, c'est mon affaire. Si la société se mêle de mon bonheur, on aboutit au totalitarisme. C'est-à-dire la société me dira, le vote de la majorité dit que tu ne dois pas acheter des disques de Bach ou de Mozart, mais des disques de Madonna et de Prince. Voilà, c'est la décision de la majorité, voilà ton bonheur. Voilà, n'est-ce pas? Donc, moi je pense que le bonheur doit être poursuivi par chaque individu pour son propre compte. Chacun d'ailleurs sait ou ne sait pas ce que c'est son bonheur. À certains moments il le trouve en ceci, en d'autres moments il le trouve en cela. La notion de bonheur est une autre notion, assez complexe, à la fois psychologique et peut-être philosophique, mais ce qui est clair, c'est que l'objet de la politique, c'est la liberté et l'autonomie. Et cela ne peut exister, bien entendu, que dans un cadre institué, collectif, qui la permette. Or, l'objet de la psychanalyse est le même. Et là, pour moi, c'est la réponse à cette fameuse question de la fin de l'analyse, dans les deux sens du mot fin, c'est-à-dire de la terminaison dans le temps et de l'objectif visé par l'analyse.
sur laquelle Freud est revenu tant et tant de fois, quelle est la fin de l'analyse, et à laquelle, moi, je pense avoir une réponse. La fin de l'analyse, c'est que l'individu devienne aussi autonome que possible. Qu'est-ce que ça veut dire autonome? Autonome, ça ne veut pas dire autonome au sens kantien, c'est-à-dire obéissant à une loi morale qui a été établie par sa raison, qui est la même pour tous, et qui est établie une fois pour toutes. Autonome, ça veut dire quelqu'un qui a transformé ses rapports avec son inconscient, parce que nous sommes là dans la sphère psychanalytique, à un tel point qu'il puisse à la fois, autant que faire se peut dans le monde humain, connaître ses désirs et, autant que faire se peut, contrôler la mise en acte de ses désirs. N'est-ce pas? Être autonome, ça ne veut pas dire, par exemple, que je suis moral au sens de ne pas désirer la femme de mon voisin. Je peux désirer la femme de mon voisin. Moi-même, a commencé ma vie en désirant la femme de son prochain, et chacun de nous a fait de même, puisqu'il a commencé sa vie en désirant sa mère. Bon. Or de ça, on n'est pas maître, et même si on ne commençait pas sa vie comme ça, on ne serait pas des êtres humains, on serait des monstres. Bon. Et ça, c'est une chose, et c'est une autre chose de mettre ce désir en acte. Et on peut savoir par la psychanalyse que des individus de 30, 40, 50, 60 ans peuvent toujours faire des rêves incestueux, c'est-à-dire des rêves qui traduisent le fait que ce désir est toujours là. Bon, de même, moi personnellement, je considère qu'un individu qui au moins une fois par an n'a pas souhaité la mort de quelqu'un, parce que ce quelqu'un est sur la route ou parce qu'il lui a fait quelque chose, etc., est un individu gravement pathologique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer ce quelqu'un. Bon, mais il faut connaître que, en ce moment, j'ai une telle rage contre cette personne que si je pouvais la faire disparaître, je la ferais disparaître. Mais je ne le ferai pas, même si je le peux. Bon, c'est ça l'autonomie. En parlant de façon tout à fait simple. Gauche, enfin qui pourrait être comparable au vôtre, à votre pensée, aime dire que la psychanalyse est un instrument d'émancipation. Il souligne le concept de la vocation émancipatrice de la psychanalyse. Est-ce que pour vous c'est la même chose? C'est la même chose, mais c'est quelque chose de plus précis, parce que la psychanalyse comme instrument d'émancipation, ça veut dire quoi, émancipation par rapport à quoi? La psychanalyse ne peut pas être instrument d'émancipation, par exemple, par rapport aux forces de l'argent qui dominent la société, ou par rapport, je sais pas moi, à la puissance de l'État. Ça ne veut rien dire, elle n'a pas ce pouvoir. On ne peut pas... on ne fait pas de la psychanalyse pour faire des patients des révolutionnaires qui vont modifier la société. Ça peut les aider à dépasser leurs inhibitions, leurs problèmes, à les rendre des citoyens plus lucides, plus actifs. Mais le problème de la psychanalyse, c'est le rapport du patient à lui-même, n'est-ce pas? Et là, on peut reprendre ce que disait Freud. Il y a une fameuse phrase de Freud dans les nouvelles conférences introductives dans la psychanalyse, qui est Wo es war, soll ich werden, là où ça a été, je dois devenir. C'est-à-dire remplacer le ça par le je. Alors, la phrase est très belle, mais elle est plus qu'ambiguë, et même son ambiguïté est levée par la suite du paragraphe, parce que la suite du paragraphe dit c'est un travail d'assèchement et de réclamation comme celui que font les Hollandais dans la Zuiderzee. Bon. Ce que font les Hollandais dans la Zuiderzee, c'est qu'il y avait de la mer, ils l'ont desséchée, et là où il y avait de la boue, des plantes marines bizarres, etc., etc., ils ont fait des très beaux champs, ils ont planté des tulipes dessus. Bon, alors c'est pas ça qu'on essaye de faire, la psychanalyse. On n'essaye pas d'assécher l'inconscient, d'abord parce que c'est une entreprise absurde, elle ne peut pas, elle n'aura jamais, elle ne pourra jamais aboutir. Ce qu'on essaye, c'est de transformer le rapport de l'instance du jeu, l'instance du sujet plus ou moins conscient, plus ou moins réfléchi, avec ses pulsions,
son inconscient, etc. Et c'est ça la définition, pour moi, de l'autonomie au plan individuel. C'est savoir ce que vous désirez, savoir ce que vous voulez vraiment faire et pourquoi vous voulez le faire, et savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Il y a une puissance d'assimilation et de récupération extraordinaire de la société contemporaine, ça vous le savez, ça on l'a dit depuis longtemps. Moi j'ai commencé à parler de création, d'imaginaire et d'autonomie il y a de ça à peu près 30 ans. Bon, à l'époque c'était pas du tout un slogan publicitaire. Bon, je dis pas que les publicistes ont pris ces mots chez moi ou dans mes écrits, mais petit à petit c'est devenu. Mais en un sens, si, parce que c'était devenu, par exemple, des idées dans mai 68 et les publicitaires, etc., se sont inspirés de cela. Mais la différence essentielle, c'est quoi? C'est que quand ces gens-là, outre la mystification et la tromperie qu'il y a là-dedans, quand ils parlent, par exemple, de créativité, si vous voulez être vraiment créatif, venez travailler chez IBM. C'est un slogan publicitaire. Alors, chez IBM, vous travaillez comme n'importe quel autre employé dans n'importe quelle autre firme, et vous n'êtes pas plus créatif ni moins créatif qu'ailleurs, n'est-ce pas? Et moi, je parle de la créativité des êtres humains qu'il faut libérer, c'est pas du tout pareil. Bon, alors, l'autonomie, je sais pas, peut-être en Italie on parle de ça, en France on parle pas tellement de ça, en France on parle de l'individualisme. Or, l'individualisme dont on parle dans la publicité, dans les idéologies officielles, dans la politique, etc., etc., cela n'a rien à voir avec ce que moi j'appelle l'autonomie de l'individu. Parce que cet individualisme, c'est d'abord, s'il est vraiment sincère et radical, c'est « je fais ce qui me plaît ». Or, cela, ce n'est pas l'autonomie, je fais ce qui me plaît. L'autonomie, c'est « je fais ce que je considère comme juste de faire ». Après réflexion, je ne m'interdis pas ce qui me plaît, mais je ne fais pas une chose parce qu'elle me plaît, parce que une société où chacun fait ce qui lui plaît, c'est une société où il y a le meurtre, où il y a le viol, où il y a n'importe quoi. Bon, et puis de l'autre côté, cette publicité et cette idéologie sont mensongères, parce que ce prétendu individualisme et ce prétendu narcissisme dont on nous rebat les oreilles, c'est un pseudo-individualisme. C'est quoi l'individualisme actuel? C'est qu'à 8h30 tous les soirs, tous les foyers français tournent les mêmes boutons pour prendre les mêmes postes de télévision et écouter les mêmes âneries. C'est-à-dire, il y a 40 millions d'individus qui, comme s'ils obéissaient à un ordre militaire, font la même chose. Et on appelle ça l'individualisme. C'est ridicule. Bon, moi je parle de l'individu comme quelqu'un qui est autonome, qui essaye de devenir autonome et qui, non pas forcément essaye de développer sa singularité, mais a conscience du fait qu'en tant qu'être humain, il est absolument singulier et qui, s'il peut développer sa singularité dans un sens réfléchi, il la développe, ce qui n'a rien à voir avec la publicité contemporaine. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un rapport de ce point de vue. Apparemment, votre idée du but de la fin de la psychanalyse est presque contraire à celle qui a été proposée par Lacan, qui a vivement critiqué l'idée que le but est de créer un moi autonome en libellant cette thèse comme idéologie américaine. Est-ce que vous pensez que la critique de Lacan est juste ou non? Non, je pense non. Elle est en partie juste au sens que, en fait, quand les Américains, certains Américains, parlaient de moi autonome, d'abord, enfin, il y avait deux déviations potentielles et même réelles là-dedans. La première, c'était la surestimation absolue du moi et du conscient. Bon, du conscient et du moi, c'est pas la même chose. Bon. Moi, j'ai complété ce que disait Freud en disant où était ça, je dois devenir, en disant qu'il faut cette phrase la compléter par la symétrique, c'est-à-dire là où je suis, le ça doit pouvoir apparaître. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir faire parler ses désirs. Autre chose, encore une fois, si on les fait passer dans la réalité, si on passe à l'acte, n'est-ce pas?
Bon, donc il faut précisément laisser monter les pulsions. Il faut connaître ce que sont vos pulsions, même celles qui peuvent paraître dans la vie de tous les jours, dans la vie consciente, les plus bizarres, les plus monstrueuses, les plus abjectes, etc. Il faut savoir que c'est là. Bon. De l'autre côté, le moi dont parlaient les Américains, c'était en fait ce que moi j'appellerais l'individu socialement fabriqué. C'est-à-dire, c'était une construction sociale, telle que la construisait la société américaine, la société française, la société italienne, peu importe. C'est-à-dire l'individu qui savait qu'il fallait travailler pour vivre, que s'il s'opposait à son patron, c'était parce qu'il n'avait pas résolu son complexe d'Oedipe. Et il y a des questionnaires d'ailleurs de recrutement des firmes américaines, n'est-ce pas, que si les candidats à la question est-ce que quand vous étiez petit, vous aimiez plutôt votre père ou plutôt votre mère, s'ils répondaient j'aimais plutôt ma mère, eh bien, ils avaient une note négative. Mais parce que, donc, ça voulait dire qu'ils s'opposeraient à leur père, donc ils créeraient des embêtements dans la firme par rapport au patron. Et c'était ça l'idéologie de l'adaptation américaine et l'utilisation de la psychanalyse à des fins d'adaptation. Bon, cette critique, on peut la faire. Et beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que finalement, bon, on ne peut pas entrer dans les aberrations dans lesquelles a abouti la psychanalyse américaine. Il y avait des psychanalystes américains qui, en 1940, quand il y avait 15 millions de chômeurs aux États-Unis ou plus, écrivaient qu'on est chômeur parce qu'on a le désir inconscient d'être chômeur. Bon, ce qui est une aberration, étant donné que le chômage est un phénomène social, n'est-ce pas? C'est pas... dû à l'économie. Je ne pense pas que l'école de New York, qui a été critiquée surtout en France, est arrivée à ces aberrations, mais elle a été considérée quand même, théoriquement, responsable de ces aberrations. Ah non, 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 moi je connais un article, celui dont je vous parle est un article que j'ai lu dans le International Journal for Psychoanalysis. Bon, c'est un article de 1940 qui, bon, vise à interpréter les racines psychanalytiques du chômage. Bon. C'est une idiotie sans fin, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, quand Lacan faisait cette critique, il était un peu de mauvaise foi parce qu'il se choisissait un ennemi facile, et surtout parce que ce qu'il voulait mettre à la place, c'était quoi? C'était une idéologie du désir. Or, cette idéologie du désir, il faut le dire, elle est monstrueuse. Parce que le désir, c'est le meurtre. Le désir, c'est l'inceste. Le désir, c'est le viol. Qu'est-ce que ça veut dire, l'idéologie du désir? Il n'y a aucune instance dans Lacan, ou alors c'est la loi, mais cette loi, comme il est incapable de la penser dans un contexte social historique, peut être n'importe quelle loi. Il y a une loi à Auschwitz, il y a une loi au Goulag, il y a une loi en Iran. Mais Lacan parle quand même de lois symboliques qui est constituée par et dans le langage. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Le langage permet de tout dire. Qu'est-ce que c'est la loi symbolique? Ça veut dire quoi? Le mot symbolique chez Lacan est un mot passe-partout qui vise à cacher le fait qu'on parle de l'institution et de l'institué, mais qu'à cette institution, à cet institué, on veut donner une dimension pseudo-transcendantale, comme dirait Kant, en disant qu'elle est symbolique. Or, bon, le symbolique, c'est tout à fait autre chose. Le symbolique, c'est que le langage appartient au symbolique au sens que tout signe est symbole d'un référent, ou qu'il y a des symboles de notre ordre, mais il faut en finir avec cette mystification du symbolique. Il n'y a pas de symbolique comme domaine indépendant. Il y a un symbolique comme une espèce de partie de l'imaginaire, si je peux dire, et fonction de l'imaginaire. Bon. Autrement, il y a l'institution. Et il y a une question de validité de l'institution. Cette question n'est pas symbolique, ça ne veut rien dire. Il y a une question, est-ce que l'institution est valide de droit? Elle est toujours valide de fait. Aussi longtemps qu'elle est sanctionnée, elle est valide de fait. Mais elle est valide de fait à Auschwitz. Elle est valide de fait en Iran aujourd'hui. Est-ce qu'elle est valide de droit? Or, il n'y a rien, strictement rien, dans la conception de Lacan qui permettent de distinguer entre la loi d'Auschwitz
et la loi d'Athènes ancien, ou la loi actuellement en Italie, en France ou aux États-Unis, quelles que soient les critiques qu'on puisse mettre sur ces dernières lois. Donc, d'où la fameuse phrase d'ailleurs de Lacan, le maître ne le cède en rien sur son désir. Alors bon, c'est lui qui sait ce que c'est son désir, et si son désir c'est comme c'était celui de Lacan, de transformer ses élèves en esclaves, eh bien il réalise son désir. Alors moi je dis que ça c'est fondamentalement contraire aux finalités de la psychanalyse. La finalité de la psychanalyse, ce n'est pas que le maître réalise son désir, ou que tout le monde réalise son désir, parce que ça ne veut rien dire, encore une fois. Surtout si on sait ce que ça veut dire, le désir en psychanalyse. Tu vois, encore une fois, ça peut vouloir dire, et ça dit toujours, des choses qui sont incompatibles avec la vie réelle, la vie sociale. Et je ne parle pas de la société américaine. Je parle de la société la plus idéale que vous pourriez concevoir. Si vous voulez, là, Lacan rejoint, alors qu'il aurait des rires sarcastiques à l'égard de ces idéologies, les côtés les plus absurdes, les plus utopiques de l'idéologie du jeune Marx et des anarchistes. Le jeune Marx et les anarchistes, tous les deux pensaient à une société où il n'y aurait pas de loi, où il n'y aurait pas d'institution. Il faut quand même dire en vérité que Lacan insiste aussi beaucoup sur la castration. Et pour lui, être fidèle à son désir, ça signifie avoir assumé en quelque sorte aussi la castration. Mais assumer la castration pour Lacan, ce qui signifie le renoncement à réaliser et à mettre en acte ses propres fantasmes. Mais non, parce que l'assomption de la castration chez Lacan est quelque chose de très ambigu. L'assomption de la castration, c'est le renoncement du désir à la mère, du désir vers la mère, mais c'est la condition de la réalisation du désir. S'il y a névrose, c'est parce que l'individu n'a pas réussi à assumer sa castration. Et si on assume sa castration, alors à ce moment-là, on libère son désir, sauf qu'il vise évidemment plus la mère, mais il vise n'importe quelle autre femme, etc. C'est très ambigu. Mais enfin, moi, ça ne m'intéresse pas tellement de parler de Lacan, je considère que c'est une affaire qui théoriquement est tout ce qu'il y a de plus bancal, suspect, et qui historiquement, je crois, va être terminée assez rapidement. C'était une de ces modes parisiennes qui apparaissent, qui durent 5 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Alors, pour revenir sur l'histoire de la psychanalyse, le problème précisément de l'être humain, le problème, c'est d'arriver à un rapport avec son inconscient qui ne soit pas le pur et simple refoulement de l'inconscient ou la suppression de l'inconscient telle qu'elle est imposée par la loi sociale, quelle qu'elle soit, et notamment l'hétéronomie sociale. Et là, nous avons encore un point de rencontre entre psychanalyse et politique, parce que dans quelle mesure je peux dire de la loi sociale qu'elle est aussi ma loi, et non pas une loi qui m'est imposée de façon hétéronome. Je ne peux dire cela que dans la mesure où j'ai eu la possibilité effective de participer activement à la formation de la loi. C'est dans ces conditions que je peux être vraiment autonome, étant donné que je suis obligé de vivre dans une société qui a des lois. N'est-ce pas ? Donc là, nous avons un deuxième point de rencontre entre le sens de l'autonomie en psychanalyse et le sens de l'autonomie en politique. On a souvent critiqué la pratique de Freud, la pratique analytique comme fondée essentiellement sur une sorte de contrat privé. Surtout aux années 60 ou 70, on a critiqué souvent cette éthique psychanalytique en tant qu'elle présuppose une sorte de contrat privé et on a proposé à l'encontre une sorte de traitement social des problèmes des gens par l'institution psychiatrique. Que pensez-vous de cette critique gauchiste, marxiste, à l'éthique de la psychanalyse en tant que telle? Non, je pense que c'est, si vous voulez, c'est une exagération gauchiste dans le mauvais sens du terme,
qui est venu dans les années 60 et 70, qui bien sûr trouve une prise sur une série d'aspects de la psychanalyse instituée, de la psychanalyse officielle, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir de processus psychanalytique qui n'ait pas lieu comme processus entre deux personnes, un analysant et un analyste. Parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir un transfert et une élaboration du transfert en dehors de ce rapport entre le patient, enfin l'analysant, et le psychanalyste. Alors, il y a bien entendu un point qui est très difficile à résoudre là-dedans, et ça je l'admets, mais ça personne n'a donné une solution, c'est évidemment l'aspect financier. C'est-à-dire que, étant donné que le psychanalyste doit vivre tout simplement d'un côté, étant donné de notre côté que l'expérience montre quand même que pour l'analysant lui-même, une psychanalyse gratuite, soit n'est pas tolérable psychiquement, parce que la dette qu'il contracte à l'égard de cette personne qui lui donne son temps est énorme, n'est-ce pas ? Soit tout simplement elle est inefficace, parce que l'analysant peut se mettre à bavarder de tout et de n'importe quoi, etc. Parce que le temps de la séance, au sens le plus littéral du terme, ne lui coûte rien, n'est-ce pas ? Il est là, il est couché sur un divan, il bavarde, il a derrière lui un individu qui en principe fait preuve à son égard de la fameuse neutralité bienveillante, ou d'une sympathie, d'une bienveillance, etc. Bon, il y a quand même un problème là. Et il y a un problème étant donné le fait que l'énorme inégalité de la distribution des revenus dans la société actuelle fait que la plupart des gens qui auraient besoin d'une psychanalyse ne peuvent pas l'avoir, ou ne peuvent l'avoir que si elle est remboursée par la sécurité sociale, ce qui nous reconduit à une partie des problèmes que nous venons d'évoquer. Mais ça, à mon avis, ne peut être résolu que, effectivement, dans le cadre d'une transformation sociale générale. Dans les cas particuliers, quelles seraient vos propositions pratiques pour affronter une critique classique qu'on fait aux analystes, c'est-à-dire qu'ils soignent des gens riches, aisés et en principe très peu malades par rapport à la moyenne de la population? Non, ça c'est pas vrai. Si on accepte la psychose, ça c'est pas vrai. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle de psychanalyste sur les je ne sais pas combien de patients que j'ai, plusieurs dizaines de patients que j'ai eus jusqu'ici. Il n'y a jamais eu, il y a pratiquement jamais eu de gens riches. Ça n'a jamais été un luxe pour ces personnes. Il y a eu des personnes qui ont fait des sacrifices énormes pour pouvoir faire une analyse. Moi-même, j'adapte mes prix aux possibilités des patients, mais enfin, c'est pas un problème à discuter ici maintenant, et ça n'a pas grand intérêt. De toute façon, ça ne suffit pas pour résoudre la question, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent rien payer, ça c'est sûr. Bon, et il y a pratiquement personne qui est venu chez moi pour faire une analyse, parce que ça fait bien dans un dîner mondain de dire que je suis en train de faire une analyse. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est peut-être vrai dans d'autres milieux, mais enfin moi je ne les connais pas, j'ai pas cette expérience. Mais je voudrais revenir quand même au point de vue théorique, c'est-à-dire que à cette constatation, d'abord que nous ne pouvons pas en rester, excusez-moi, nous ne pouvons pas en rester à la théorie freudienne strictement telle qu'elle était formulée au départ, n'est-ce pas ? Freud est un génie incomparable, un grand découvreur, nous lui devons l'idée de l'inconscient, un tas d'autres idées sur la sexualité infantile, sur le complexe d'Oedipe, etc., etc. Mais il y a d'abord un point aveugle dans Freud, et ce point aveugle, c'est précisément le point de l'imagination. Il y a un paradoxe énorme dans l'œuvre de Freud. C'est qu'en fait, tout ce que Freud raconte, ce sont des formations imaginaires. Ce sont des formations de l'imagination radicale du sujet. Les fantasmes, etc., etc. Bon.
Or, on ne va pas refaire l'histoire de la chose, mais Freud, élevé dans l'esprit positiviste du XIXe siècle, élève de Brück et des autres, etc., à Vienne, ne le voit pas et ne veut pas le voir. C'est pour ça qu'au départ, pendant très longtemps, il croit à la réalité des scènes de séduction infantile que lui racontent ses patientes hystériques. Il croit que ça s'est passé comme ça, que si les sujets sont malades, sont parce qu'il leur est arrivé effectivement quelque chose qui les a traumatisés, etc. C'est les patients qui ont raison au sens, non pas qu'ils ont raison en général, mais au sens que quand ils disent que leur père, leur mère, leur nurse, leur tante, leur oncle, etc., tel voisin les a séduits quand ils étaient enfants, ils ont toujours et nécessairement raison. Bon. Or, même s'ils ont raison, c'est pas le problème. Parce que la réponse fondamentale à cela, c'est que pour n'importe quel événement traumatique, hein, l'événement est réel en tant qu'événement, il est imaginaire en tant que traumatique. C'est-à-dire, il n'y a pas de traumatisme si l'imagination du sujet n'accorde pas une certaine signification à ce qui se passe. Et cette signification à ce qui se passe, c'est pas la signification de la political correctness. C'est la signification qui relève de la fantasmatique du sujet et de son imagination radicale. C'est ça qu'il y a de fondamental. Or, ça, Freud ne veut pas le voir. Maintenant, aux États-Unis, on essaye de revenir en arrière. Et c'est très émouvant et très drôle à la fois de voir tout au long de l'analyse, de la fameuse analyse de l'homme au loup, où Freud, pendant très très longtemps, croit à la réalité de la scène primitive que lui a raconté l'homme au loup, c'est-à-dire au fait qu'il a observé ses parents en train de faire l'amour par derrière, de faire un coitus atergo more ferarum. Bon, et ce n'est qu'à la fin de l'analyse, il y a une note en bas de page du livre qui dit que peut-être finalement cette scène primitive n'était qu'un fantasme du patient, mais la question a très peu d'importance, ce qui est très drôle, n'est-ce pas? Bon, donc il ne voit pas le rôle de l'imagination dans ce qu'il appelle fantasmatisation. Il l'appelle tout le temps fantasmatisation. Il essaye des origines phylogénétiques à ces fantasmes, ce qui est une absurdité, c'est-à-dire il essaye de trouver dans le mythe initial de Totem et Tabou l'origine des premiers fantasmes. Il faut dire quelques mots sur Totem et Tabou, parce qu'il se pourrait que notre public ne les connaisse pas. Pouvez-vous nous l'expliquer un peu de mots? Bon, Freud, je crois que tout le monde aujourd'hui connaît le mythe qu'a fabriqué Freud pour expliquer l'origine de la société. Et ce mythe, et toute la recherche de Freud est très étrange d'abord de ce point de vue. C'est que Freud se pose le problème de l'origine de la société comme uniquement un problème négatif. C'est-à-dire le problème de l'origine des deux interdictions majeures. L'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre intratribal, pas du meurtre en général, parce que nulle part le meurtre n'est interdit en général. Si vous tuez les ennemis de l'Italie ou de la France, vous avez raison, et vous faites bien, on vous donne une décoration. C'est pas? Bon. Mais il ne faut pas tuer à l'intérieur. Et vous pouvez tuer à l'intérieur si vous êtes bourreau, par exemple, ou si vous êtes un policier en exercice. Bon, là, vous avez le droit de tuer. Bon, mais enfin, et il ne voit pas que le problème de l'origine de la société, c'est pas le problème de la création des deux interdits seulement. C'est le problème de création d'institutions positives, la création du langage, la création de normes de conduite, la création de religion, de signification, etc. Et puis, cette création des deux interdits majeurs, inceste et meurtre intraclanique ou intratribal, il les voit à travers cette fameuse histoire de la horde primitive où il y avait un père qui avait toutes les femmes et qui châtrait ou chassait les fils pour continuer à régner sur ce harem, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où les frères ont découvert qu'ils pouvaient se coaliser, éliminer le père et le tuer et se partager les femmes de la tribu. Et puis après, éventuellement des luttes entre les frères,
les frères finalement ont conclu un pacte comme quoi personne n'essaierait de prendre la femme de l'autre et personne ne tuerait l'autre. Et ce pacte valait entre les membres du clan. Et pour commémorer en même temps le meurtre du père et expier la culpabilité qui ressemblait par rapport à ce meurtre, ils ont érigé ce père en animal totémique, c'est devenu le totem de la tribu, et ils faisaient chaque année un repas sacrificiel où ils sacrifiaient cet animal et ils le mangeaient, ce qui répétait symboliquement, précisément, mais au vrai sens du terme, le meurtre initial du père, l'absorption de la puissance du père par l'acte cannibalique, et en même temps rendait hommage par cette fête au père. Bon, tout cela du point de vue ethnologique ne tient pas debout, c'est une construction mythique, c'est une construction mythique qui est très intéressante, très significative, on ne peut pas entrer là-dedans, pas seulement significative pour la façon dont Freud fonctionnait, dont la pensée de son époque fonctionnait, mais même significative du point de vue psychanalytique, parce qu'effectivement, il y a un complexe d'Oedipe, il y a une tendance au meurtre du père, il y a une tendance à l'élimination des frères rivaux, etc. Mais tout cela, on le savait déjà par la psychanalyse, on n'avait pas besoin du mythe de Thèbes et Tabou, mais enfin, ça vient là-dedans. Mais l'essentiel, c'est que, encore une fois, ce mythe ne tient pas, et ce mythe postule ce qu'il doit expliquer, parce qu'il postule, par exemple, la capacité de socialisation des frères le jour où ils se coalisent pour tuer le père. Et ça, c'est pas un acte biologique. Ça, c'est déjà un acte social. Et c'est un acte qui présuppose le langage. Donc, on est parti pour expliquer l'origine de la société, mais pour expliquer cette origine, on présuppose que la société est déjà là. C'est-à-dire que les frères peuvent parler entre eux et faire une conspiration, tenir un secret, etc. On n'a jamais vu des animaux parler entre eux, faire une conspiration, ni des singes supérieurs. Bon, donc la société, l'origine de la société est déjà présupposée dans ce qui doit expliquer cette origine, n'est-ce pas? Mais la première chose très importante pour Freud, c'est donc, pour la critique, pour essayer d'aller au-delà, c'est cette méconnaissance totale du rôle de l'imagination radicale, donc cette méconnaissance du rôle de la fantasmatisation, et de l'autre côté, c'est quand même ce qui reste chez Freud de réductionnisme déterministe, c'est-à-dire la tendance d'essayer de trouver toujours, précisément parce qu'il méconnaît l'imagination radicale et le rôle créateur de l'imagination radicale, d'essayer de trouver toujours l'enchaînement des causes dans la vie psychique du sujet qui a fait que tel sujet présente tel symptôme ou a telle névrose ou a évolué de cette façon-là. Et ça va même à l'extrême dans les histoires comme un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci où il essaye d'expliquer un tableau de Léonard et puis la vie créatrice de Léonard à partir d'un incident de son enfance qui est tout à fait supposé, mythique là aussi, mais où, même si tout ça, ça tenait debout, ça n'explique rien, strictement rien, ni sur la peinture de Léonard, ni pourquoi cette peinture est grande, ni pourquoi nous avons du plaisir à la regarder. Bon, alors, de même, si vous voulez, quand il s'agit d'expliquer l'évolution d'un individu, d'un sujet singulier, et montrer pourquoi il a telle névrose et pas telle autre, Freud, finalement, arrive à avouer lui-même qu'on ne peut pas savoir. Et il appelle ça le choix de la névrose. Et il y a un choix de la névrose, un tel a choisi, il n'a pas choisi. Enfin, il se fait que, à partir déjà de 2 ans, de 3 ans, il a pris la voie obsessionnelle plutôt que la voie hystérique. Mais ce terme de choix de la névrose que Freud emploie n'est-il pas en contradiction avec ce que vous supposez comme son déterminisme, parce qu'évidemment, parler de choix, c'est déjà nuancer ce déterminisme, et donc admettre que dans la vie mentale, il n'y a pas de simple rapport de cause à effet. Mais c'est ce que je dis. Oui, voilà. Freud qui essaye de trouver toujours un rapport de cause à effet, essaye de dire, par exemple, dans la liste de l'homme au rat ou de l'homme au loup,
voilà, ce symptôme est là parce que telle chose s'est passée à tel moment. Bon, premièrement, ne voit pas que la chose qui s'est passée à tel moment n'a joué ce rôle que parce que le patient lui a attribué telle signification, fantasmatiquement. Mais deuxièmement, même comme ça, il n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé. Et donc, il est réduit à la fin à dire, bon, il y a un choix de la névrose, qui lui, on ne peut pas l'expliquer. Alors, c'est pour ça aussi qu'il parle si souvent de facteurs constitutionnels. Mais les facteurs constitutionnels, c'est comme dans la vieille médecine, si vous voulez, l'hérédité, les vertus dormitives de l'opium, comme on dit dans Molière, n'est-ce pas? Il y a un malade qui demande pourquoi l'opium fait dormir, et le pseudo-médecin lui répond parce que l'opium a des vertus dormitives, il a des facultés qui font dormir. C'est pas une réponse. Dire il y a des facteurs constitutionnels. Et là encore, il faut être juste, parce que Freud est quand même un grand homme. Bon, quand il parle de facteurs constitutionnels, il n'a pas tout à fait tort. Parce que nous voyons, par exemple, chez les bébés, ce qu'on appelle la tolérance à la frustration. Elle est très différente, dès les premiers jours. Il y a des bébés qui, quand ils naissent, vous leur donnez le sein ou le biberon, etc. Bon, ils boivent le sein ou le biberon, le lait, et ils restent tranquilles pendant 6 heures, jusqu'au moment où ils auront un nouveau faim. Et il y en a d'autres qui, très rapidement, commencent à nouveau à pleurer, à hurler, à demander le sein ou le biberon. Ou n'acceptent pas que leur mère s'éloigne. Et il y en a d'autres qui s'endorment dans la béatitude, ils l'acceptent. Bon, pourquoi? Dès le départ. Alors, constitutionnel, je ne sais pas si constitutionnel ça veut dire quelque chose, en tout cas c'est inné. Mais ça nous montre aussi que là, la tentative, du moins, du déterminisme psychanalytique s'arrête, échoue. Et il dit la même chose dans les textes de 1926, 30, sur l'homosexualité féminine, lorsqu'il explique qu'une fille, au moment de l'adolescence, elle a 3 voies qu'elle peut suivre, elle peut devenir ceci, elle peut devenir cela, elle peut devenir cela. En bref, elle peut devenir... Quelles sont ces 3 voies? Elle peut devenir une femme qui aimera les hommes et qui voudra faire des enfants, ou elle peut devenir une vieille fille desséchée qui déteste le sexe et tout ce qui se rapporte à cela, ou elle peut devenir une femme garçon qui tendra, même si elle ne passe pas à l'acte, tendra du côté homosexuel. Bon. Mais pourquoi une fille choisit telle voie ou telle autre? Alors on pourra montrer des facteurs qui ont aidé à tel choix ou à telle inclinaison ou à telle autre inclinaison, mais on ne pourra jamais déterminer vraiment, n'est-ce pas? Mais enfin, l'analyste agit sur les causes ou sur quelque chose d'autre pour soigner? Alors ça, c'est la question la plus importante et la plus difficile. La psychanalyse essaye de transformer la façon dont le patient voit son monde fantasmatique. D'abord, elle essaye de lui faire voir son monde fantasmatique, c'est-à-dire elle essaye de lui faire comprendre que la façon dont il voit le monde, c'est d'une façon qui, pour une bonne partie, pas pour la totalité, mais pour une bonne partie, dépend de ses propres constructions psychiques, de ses propres fantasmatisations, etc. Et deuxièmement, elle essaye de l'amener, comment dire, à un rapport adéquat avec ses constructions fantasmatiques. Il y en a qui doivent tomber si vous avez à traiter, par exemple, quelqu'un qui est, disons, du côté paranoïaque. Bon. Eh ben, il y a d'abord à lui faire comprendre, pas par la persuasion logique, mais par le travail analytique, à le faire arriver à la conclusion qu'il n'est pas vrai que tout le monde veut le persécuter, mais que, pour l'essentiel, cette vue qu'il a, c'est sa propre fantasmatisation. Et que tout au plus, on peut dire que les fois où il tombe sur des gens qui veulent vraiment le persécuter, c'est que pour une bonne partie, il les choisit. Il choisit la femme qui le persécutera. Bon. Alors, vous pouvez déjà faire cela. Je prends un exemple extrême et spécial, parce qu'il ne faut pas que ce soit un paranoïaque qui soit tout à fait délirant, parce que là, il n'y a presque rien à faire. Voilà. Il faut prendre quelqu'un qui est borderline, si vous voulez.
Bon, mais c'est plus fort que si vous prenez un névrotique. Bon. Et ensuite, il y a à l'amener... Bon, là, il s'agit de l'amener à se débarrasser, finalement, de ce mode de fantasmatisation. Mais il y a d'autres cas où il s'agit de l'amener à cohabiter d'une façon plus ou moins pacifique avec son monde fantasmatique, à entrer en rapport raisonnable avec son monde fantasmatique et avec ses nouvelles productions fantasmatiques aussi, n'est-ce pas? Et ça, c'est le travail essentiel, et la façon dont ça se fait est une autre histoire dans laquelle nous ne pouvons pas entrer, parce que c'est aussi un des mystères de l'analyse. Freud n'a jamais pu expliquer pourquoi une interprétation vraie a un effet. Et moi-même, je ne peux pas l'expliquer. C'est un mystère. Pourquoi une interprétation vraie a un effet et pourquoi d'autres fois une interprétation vraie n'a pas un effet. Alors, un analyste pur et dur vous dirait une interprétation qui n'a pas un effet, ça veut dire qu'elle n'est pas vraie. Ce n'est pas exact. À propos des effets de l'analyse, vous savez certainement qu'à présent, il y a une grande attaque de certains épistémologues contre la validité de la psychanalyse. Je pense notamment à Grünbaum. Il dit qu'on peut expliquer les effets de la psychanalyse tout simplement par l'effet placebo. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques épistémologiques qui évoquent les effets de l'analyse comme pas trop différents des effets qu'une cure magique peut avoir sur un individu? Parce qu'évidemment, même un magicien peut changer les choses. Alors pourquoi il peut? Pourquoi il peut? M. Grünbaum et M. Popper n'ont aucune explication de ça. M. Lévi-Strauss non plus. Quand il parle, il dit les psychanalystes, c'est les chamans de l'époque moderne, les chamans, c'est les psychanalystes de société archaïque. Bon, pourquoi on fait des expériences en double aveugle? Pourquoi il y a un effet placebo? Parce qu'il y a une suggestion. Pourquoi il y a une suggestion? Ben, la psychanalyse répond à ça. Toute suggestion est un résultat d'un transfert. Le malade, le médecin donne une substance, a des grandes chances de croire fortement que cette substance lui fera du bien. Et c'est pour ça qu'il y a un effet placebo. Pour ça, et parce que cette croyance peut avoir des effets moyennant des circuits psychiques. C'est pour ça que, précisément, qu'on fait des expériences en double aveugle. Et dire que le fait que quelqu'un vient voir le psychanalyste 3 fois par semaine et que ça lui fait du bien par effet placebo, c'est ne rien dire. Pourquoi il y a un effet placebo? Vous dites justement que certains analystes, aussi bien que ces épistémologues, admettent qu'il y a de la suggestion dans la cure. Mais je pense qu'un analyste ne serait pas content d'admettre que les effets thérapeutiques qu'il produit soient de la suggestion. Il cherchera à distinguer les effets de l'analyse de ceux purement suggestifs. La psychanalyse peut expliquer la suggestion. La suggestion n'explique pas la psychanalyse. Et pourquoi elle n'explique pas la psychanalyse? Parce que la psychanalyse, pour l'essentiel, enfin, je ne dis pas exclusivement, mais pour l'essentiel, c'est le travail du patient lui-même. C'est le travail de l'analysant. Ces gens-là, peut-être parce qu'ils vivent en Amérique le plus souvent, ont en tête un psychanalyste qui dit au patient, si vous pensez cela, c'est parce que votre mère a fait ceci. Or ça, c'est une ânerie. Aucun psychanalyste digne de ce nom ne dit quelque chose de pareil. Bon, alors maintenant, on a des formes plus sophistiquées. On dit que le patient qui sait ce que pense l'analyste essaye de lui dire ce qu'il sait que l'analyste penserait, etc., etc. Mais je crois que si on a la pratique de l'analyse, rien de tout cela ne tient. Mais pour moi, bon, ça, c'est pas un argument, c'est un peu un argument pas d'autorité, mais enfin, j'ai une expérience que Grünbaum n'a pas. Bon, si on veut, on me croit, si on veut, on ne me croit pas. Mais enfin, on voit comment change un patient au cours d'un traitement, on voit qu'il résiste. Pourquoi il y a des résistances qui, à partir d'un certain moment, tombent? Comment M. Grünbaum explique cela? Pourquoi un patient, pendant 2 ans, n'avance pas, et puis tout d'un coup, quelque chose se casse, et il passe à un autre stade? Et l'autre chose que je voulais dire, je crois qu'on va terminer là-dessus, c'est toutes ces critiques, à partir de Popper, comparent la psychanalyse avec une idée de la science qui est exclusivement l'idée des sciences positives. Mais si quelqu'un n'a jamais prétendu que la psychanalyse est une science positive, ce quelqu'un est un con. Et donc Popper se bat contre ce con.
Et avec le même raisonnement de Popper, on pourrait dire qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas de falsifiabilité dans l'histoire. Il y a de falsifiabilité dans l'histoire uniquement pour ce qui est des faits matériels. Si quelqu'un dit il n'y a pas de Parthénon à Athènes, il y a falsifiabilité de cette chose parce qu'on peut l'amener à Athènes et lui montrer le Parthénon. Mais si quelqu'un dit, comme le disait Burckhardt, que chez les Grecs anciens, un élément très important était l'élément agonistique, hein, c'est-à-dire la compétition et la lutte de l'un contre l'autre. Ça, c'est une interprétation. Elle n'est pas réfutable, le sens de Popper. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, Popper, avec son prétendu critère, dit il y a les sciences qui sont les sciences positives, où il y a l'expérience, la mesure, etc., etc., et tout le reste, c'est la littérature. Moi, je veux bien. Mais cette littérature est plus importante peut-être que les sciences positives. Parce que l'histoire, la société, la psyché humaine, notre vie, sont aussi importantes au moins que les molécules, les atomes, etc.